Maintenant, Jean-Philippe Ager va nous présenter de son expérience, et je vous remercie d'être là, dans les lésions tendineuses rotuliennes. Vas-y, Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le docteur Charousset pour son invitation. Son invitation donc pour me permettre de vous faire part de notre expérience au Centre orthopédique Santi concernant la prise en charge de la tendinite rotulienne et donc la place des PRP dans cette prise en charge. Alors, rapidement en introduction, il faut se souvenir, grâce à pas mal de publications récentes, que la tendinite rotulienne, c'est quand même un problème important. Une publication scandinave fait état de 44 à 45% de joueurs de volleyball qui sont touchés à haut niveau par cette pathologie. Et dans cette étude qui concerne donc tous les sports de haut niveau, on a une moyenne de 14% des sportifs de haut niveau qui ont des jumper knee. Deuxième étude, également scandinave, qui fait un suivi des athlètes donc en athlétisme sur 15 ans par rapport à l'évolution de leur tendinite rotulienne. Et on note quand même 53% de ces sportifs qui, à la fin, arrêtent leur carrière à cause de ce problème. On est encore sur de haut niveau. Une dernière étude qui nous vient de nos amis suédois, qui avait été diligentée par la FIFA, une grosse étude sur 50 clubs de foot, avec un suivi sur 7 ans. Et ils avaient donc essayé de comprendre un petit peu quelle était la problématique des tendinites rotuliennes. Ils notent quand même une récurrence de 20% de cette pathologie. Ils ont essayé de trouver des facteurs de risque. La pelouse synthétique, par exemple, n'a pas été notée comme un facteur de risque. Par contre, l'hyperactivité du joueur en était un. Alors, notre protocole thérapeutique à Santi est assez strict. On va toujours aller du traitement médical vers le traitement chirurgical. Donc, le traitement médical, systématiquement, c'est les anti-inflammatoires. C'est la prise en charge rééducative avec le travail excentrique en charge. C'est en deuxième les ondes de choc. En troisième, les PRP. Et en cas d'échec du traitement médical, on passera à la chirurgie. Donc je vais vous expliquer ça. Alors, quand on a notre tendinite rotulienne, systématiquement, nous prescrivons le protocole de Stanisch. Tout le monde connaît ce protocole depuis les années 86. C'est le travail excentrique en charge que le sportif va réaliser sur une marche, sur un squat. Voilà, rien de très nouveau, mais malheureusement, on constate encore actuellement que c'est assez peu appliqué, en tout cas pas systématiquement par nos amis kinésithérapeutes. Donc on a un contrôle de la douleur, ou plus exactement de la non-douleur. Donc une étude de Visne essayer d'un petit peu de comprendre un petit peu les résultats de ce travail excentrique. C'est une étude qui a repris en fait toutes les études précédentes, et on note que grâce au protocole de Stanisch, on a une amélioration de la pathologie en 6 à 12 semaines avec un gain de 50 à 70% au niveau de la fonction. La deuxième étape pour nous de la prise en charge de la tendinite rotulienne, c'est systématiquement le protocole d'onde de choc. Alors on se souviendra que l'onde de choc aide à cicatriser les tissus mous et plus exactement le tendon lésé, et qu'il y a également une inhibition des récepteurs de la douleur. Ce que par contre on sait moins, c'est qu'il y a deux types d'ondes de choc. Il y a l'onde de choc radiale qu'on trouve beaucoup en France, et il y a également l'onde de choc focale. Alors quelques mots pour vous expliquer que l'onde de choc radiale, c'est une onde qui diverge. C'est un petit peu toujours l'idée, c'est je jette un caillou dans l'eau et l'onde va partir comme ça, va tout doucement diminuer de puissance en s'éloignant. Cette onde radiale a un effet qui est superficiel, contrairement donc à l'onde de choc focale, où là on va vraiment pouvoir atteindre, avec un réglage sur la machine, on va pouvoir aller beaucoup plus profond et transmettre la puissance de l'onde exactement où on le souhaite. Alors, il y a pas mal de publications qui concernent les résultats des ondes de choc sur la pathologie tendineuse. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le tendon d'Achille, on est plutôt bon, mais que sur le tendon rotulien, on est plutôt moyen ou mauvais selon les études. Quand même, sur cette dernière étude de 2011, les résultats sont mauvais, parce qu'ils comparent à un traitement rééducatif classique, mais on note quand même
qu'ils font des ondes de choc sans aucun repos derrière, ce qui constitue pour ma part un biais important. Donc, ce qu'on retiendra quand même, c'est qu'avec notre onde de choc, on est bon quand c'est du focal et quand c'est plutôt achiléen, et on est plutôt moyen sur la pathologie du tendon rotulien. Alors, le PRP, comme ça nous l'a été très bien expliqué, on centrifuge notre sang, on a nos trois parties, la partie blanche, la partie jaune et la partie rouge. Il faut se souvenir que la partie blanche a un effet catabolique et que c'est donc la partie jaune avec son effet anabolique qui va nous intéresser. Et je ne reviens pas sur toute la physiologie qui nous a été très bien expliquée. Dans la littérature, là encore on parle du tendon. Taylor a fait une grosse étude en reprenant tout ce qui avait été publié précédemment dans la littérature anglo-saxonne. Donc les avantages des PRP dans le tendon, c'est une récupération plus rapide, une diminution de la récurrence des lésions, et il n'y a pas a priori d'effets secondaires décrits à ce jour. Carofino nous explique bien que l'injection d'anesthésiants et de corticoïdes dans le même temps n'a aucun intérêt, et même gâche l'effet des PRP. Et Liraz, dans une étude sur l'animal, montre qu'au bout de 3 semaines, le tissu cicatriciel est plus mature et plus dense, avec une meilleure qualité des fibres élastiques, ce qui montre bien l'intérêt du traitement sur la lésion tendineuse. Là, encore une fois, c'était une étude faite sur des lapins où il créait une lésion artificielle et il comparait 2 groupes, un qui était traité par PRP contre un groupe témoin. Alors, notre série, entre 2009 et 2012, on a traité à Santi 242 patients. Donc, on a un protocole assez strict. On fait toujours traiter les patients à l'hôpital privé Jean Mermoz, dans le service de radiologie, avec chaque fois sur le plateau technique le biologiste, le radiologue qui est chargé de l'injection et comme je vais vous le montrer en plus l'assistant orthopédiste, c'est toujours un des orthopédistes qui vient faire l'injection. Donc 242 patients traités, on a gardé 40 patients qui ont donc été traités pour une tendinite de la pointe de la rotule qui avait donc échoué au niveau du traitement médical avec un Blasine A3. Dans notre série, on en a un perdu de vue. J'espère qu'il n'est pas décédé. On a 9 patients qui ont été opérés et on a donc pu revoir 30 de nos patients. Il faut noter que pour ces 30 patients, il y en a 16 qui ont eu une seule injection et donc 14 qui ont eu au moins 2 injections et qu'on a un recul de plus de 14 mois. Voilà. Et on a donc évalué les patients grâce à 3 critères. Un critère sur la douleur, un critère VISA, ça c'est des échelles qui sont aujourd'hui validées pour évaluer les tendinopathies. Donc VISA, c'est une échelle fonctionnelle, et Degner, c'est une cotation par rapport à la reprise de niveau sportif. Alors, encore une fois, on utilise le système Arthrex dans les conditions que je viens de vous expliquer. On insiste beaucoup, pour notre part, pour que tout soit fait sous contrôle échographique. Donc, comme vous pouvez le voir, l'échographiste va introduire son aiguille. On la voit apparaître sur le schéma en bas à gauche. Et c'est un deuxième opérateur qui va l'aider pour faire l'injection. Comme ça, on est parfaitement en place. Et on a un contrôle parfait de la zone que l'on souhaite injecter. Et il est essentiel de bien voir les PRP qui vont glisser dans la zone lésionnelle du tendon. Voilà. Donc ici, vous avez en haut à gauche le tendon en échographie avec cette inflammation initiale. On a l'échographie pendant le traitement. Et 5 jours plus tard, on voit qu'on a une très nette diminution des phénomènes inflammatoires par rapport à l'échographie témoin. Alors, il faut savoir que l'injection est souvent douloureuse. Les patients, ils n'aiment pas bien, et même nos gros sportifs, nos gros rugbymen, ils tombent régulièrement dans les pommes. Ils n'aiment pas ça. Que ça dure entre 10 et 15 minutes, et que dans notre série, nous n'avons eu aucune complication. Voilà. Dans notre série, encore une fois, on n'a pas seulement les fameux jumpers knee, puisque c'est vrai qu'à Santi, on a un recrutement assez large. On a un petit peu tous les sports. On avait quand même plus de la moitié qui étaient des sportifs professionnels.
Voilà, donc les résultats sur toutes les cotations, que ce soit sur la douleur, sur le fonctionnel ou sur la reprise du sport, on a une évolution qui est tout à fait favorable grâce aux injections de PRP. Sur ce tableau, on a essayé de comprendre, puisqu'en fait c'est tombé un petit peu comme ça, mais on avait deux groupes, un groupe une injection et un groupe qui a eu 2 voire 3 injections. Et là, de façon très significative, on se rend compte qu'avec au moins 2 injections, on est meilleur également sur les trois évaluations par rapport à une seule injection. Voilà. Ce tableau également pour regarder un petit peu ce qui se passe quand on regarde le retour à l'activité sportive. Et on a une moyenne qui est à 3 semaines. Et comme vous pouvez l'imaginer, quand on parle de sportifs de haut niveau, ça réduit quand même considérablement les délais. Donc c'est vraiment très favorable sur les délais également. Alors la discussion, c'est qu'on a quand même regardé un petit peu ce qui avait déjà été écrit dans la bibliographie. Et on a des résultats qui sont équivalents à ce qui avait été publié par Filardo en 2010. Lui, il avait un groupe de 15 patients sportifs par rapport qui avait donc une tendinite rotulienne et qu'il a comparé à un groupe contrôle. Et on retombe exactement sur les mêmes conclusions, c'est-à-dire que lui aussi, il a bien noté que la répétition des injections était un facteur favorable au résultat du traitement. Voilà. Et que dans son groupe également, le groupe PRP avait une meilleure reprise du sport par rapport au groupe témoin. Alors, en conclusion, pour nous, l'injection de PRP est une technique sûre quand elle est faite dans les conditions parfaites, et ça, on insiste beaucoup là-dessus, que les résultats sont bons dans les échecs du traitement conservateur. On insiste également sur le fait que, et ça pour moi, ça a été vraiment la conclusion importante de cette étude, de constater que les injections multiples, c'est-à-dire à partir de 2, donnent de meilleurs résultats, et qu'il est impératif de toujours infiltrer sous contrôle échographique pour savoir ce que l'on fait. Voilà, donc dans les résultats, un traitement conservateur normal pour un sportif, c'est entre 6 et 12 semaines pour revenir au sport. Avec les PRP, comme vous l'avez vu, on est à 3 semaines, ce qui est quand même beaucoup mieux. Pour finir, juste une anecdote, un de ces sportifs qui a été champion olympique avait été traité en Allemagne juste avant les Jeux olympiques pour une tendinite rotulienne. Il avait eu au club, au cabinet, entre 2 tables, 3 injections faites par le médecin sans contrôle. Il est venu consulter 15 jours avant de partir au jeu. Il a eu 2 injections sous contrôle écho, et pour lui, ça a vraiment tout changé. Et vraiment, le jour de la finale, il nous a appelés en nous disant « mais c'est super, vous nous avez guéri ». Et je peux vous dire que ça nous a vraiment convaincus de l'idée que dans les PRP, il y a beaucoup de choses et qu'il faut vraiment être rigoureux sur la méthodologie qu'on va employer. Je vous remercie. Merci à toi, Jean-Philippe. Juste, je voulais te poser 2 petites questions. La première question, est-ce que dans ton étude, il y avait des disparités topographiques sur les types de tendinites? Est-ce que c'était des tendinites fissuraires? Est-ce que c'était des tendinites plutôt proximales sur la pointe de la rotule? Est-ce que c'était plutôt distal? Donc, dans notre étude, on a gardé que les tendinites de la pointe de la rotule, mais on a inclus, donc c'était des Blasina 3, hein, donc on a essayé d'être homogène quand même sur le type de lésion. Et une deuxième petite question, je pense, qui concernera nos collègues kinésithérapeutes. On s'interroge surtout tous sur le lien entre la fonction et la structure, c'est-à-dire que lorsque la fonction n'est pas assurée, il y a une altération de la structure. Le traitement par PRP améliore la structure du tissu. Qu'en est-il de ce qui doit se faire au niveau de la fonction? Tu as parlé en partie du renforcement excentrique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte pour que le traitement des PRP par les PRP puisse véritablement être efficace? Alors moi, je vais te répondre très honnêtement, parce que tu le sais, je faisais partie des PRP sceptiques. Et il y a encore 5 ou 6 ans, je pense que jamais j'aurais tenu ces propos.
c'est vrai que mon expérience avec l'équipe de France de rugby a fait que certains de nos joueurs ont été pris en charge à l'étranger, notamment en Espagne, parce qu'on avait beaucoup de joueurs du Pays Basque. À un moment donné, on n'avait pas le droit de le faire en France, hein, pour les questions de dopage et de lutte contre le dopage. À un moment donné, c'était interdit en France. Et c'est vrai qu'on s'est fait un petit peu une première expérience par rapport aux joueurs. Voilà. Donc on a commencé à y réfléchir à Santi, on s'y est mis, et même quand on a commencé à en faire régulièrement, moi j'ai toujours voulu fonctionner de la même façon, et c'est le protocole qu'on vous présente ici, c'est-à-dire que pour moi, c'est l'indication, c'est l'échec de tout ce qu'on a fait avant. Donc c'est la rééducation bien menée, c'est les ondes de choc, qui pour moi sont quand même un petit peu moins agressives. On ne pique pas sur l'onde de choc, j'ai aucune action délétère, j'en suis sûr. Et pour moi en dernier, c'est la PRP. Alors c'est vrai que après, encore une fois, on traite des sportifs de haut niveau, et tu le sais très bien, quand on a un traitement qui a fonctionné chez un sportif de haut niveau mieux qu'un autre, des fois, on a par exemple, les skieurs de l'équipe de France qui en ont beaucoup. Il y en a un qui a été soigné par onde de choc, puis l'autre, il a été soigné par les PRP. Donc le coup d'après, ils veulent tous les PRP. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, jusqu'à ce jour, je me tiens au protocole, et je crois que je ne vais pas y déroger. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous sur ces tendinopathies rotuliennes, qui sont quand même la plaie de un peu nos quotidiens? Merci aussi pour votre présentation qui a été claire. Je pense que vous êtes dans la vérité quand vous dites qu'il faut déjà traiter les gens par la rééducation, par l'onde de choc, avant d'aller sur un traitement plus sophistiqué. Et je sais que vous traitez que les grands sportifs. Qu'en est-il des sportifs de dimanche ou des simples individus qui ont des entorses ou qui ont des tendinites? Qu'est-ce que vous en faites? Ma question plus claire, c'est de dire, est-ce que vous traitez les entorses, par exemple, de cheville ou banales, des entorses banales? À titre personnel, j'ai une expérience sur la prise en charge de la tendinopathie avec les PRP. Je n'ai aucune expérience sur la prise en charge des entorses. Voilà. Donc je ne me permettrai pas de répondre à votre question. Peut-être que Mickaël, là-dessus, sera plus pertinent que moi, mais moi, j'en ai pas l'expérience. Sur du ligamentaire, Mickaël, ça fait partie des indications? Ça, on fait... Chez le sportif, on fait systématiquement des injections de PRP quand il y a une lésion aiguë d'un ligament latéral interne du genou ou à la cheville. Et ça va bien plus vite. Surtout parce qu'on bloque la phase inflammatoire. Pour les tendinopathies, je fais exactement pareil. Je n'indique pas le PRP comme traitement, comme premier traitement. Je fais toujours éducation de choc et puis PRP. Une question, s'il vous plaît, c'est est-ce que dans l'utilisation du PRP, on a évoqué le traitement après ligamentoplastie du genou utilisant le tendon rotulien? Est-ce qu'on a pensé à un traitement préventif afin d'éviter ces douleurs séquelaires après prélèvement du tendon? Alors, dans notre équipe, on fait 1000 ligaments croisés par an là, actuellement, donc on a un certain recul par rapport à ça. Pour l'instant, on se refuse à faire du préventif avec les PRP. Par contre, en effet, on a un certain nombre de patients qui ont été traités pour une tendinopathie rotulienne sur prise de greffe, avec des résultats qui sont concordants par rapport à ce que j'ai présenté là. C'est à peu près la même chose. Voilà. Je voulais vous poser une question sur les reprises, parce que vous nous parlez de 3 semaines de remise au sport. C'est 3 semaines après la dernière injection, c'est le sport en compétition. Ça veut dire une reprise avant qu'il y ait une guérison biologique et tissulaire. Qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est en effet 3 semaines après la dernière injection. C'est quand même avec un contrôle échographique qui fait qu'on a passé la phase inflammatoire. Mais en effet, et dans toute cette nouvelle technologie, on a ce problème-là, c'est qu'on ne respecte pas, en tout cas on accélère les délais de cicatrisation qu'on nous a appris précédemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai toujours été très sceptique au départ sur le traitement. Mais bon, voilà, c'est une étude.
avec 30 patients inclus, avec des sportifs de haut niveau, avec aucune lésion itérative derrière. Donc ça veut quand même bien dire que ça fonctionne. Mais en compétition, donc. En compétition, oui, tout à fait. Ouais. Excusez-moi, il n'est jamais évoqué de contre-indication à l'injection de PRP. Moi, je pense que là, le bon sens médical doit parler. Pour les sportifs dont on parle, je n'en vois pas, mis à part des problèmes particuliers médicaux que l'on connaît tous, mais la question très intéressante est donc, pour ceux qui n'avaient pas entendu, est-ce qu'il y a une contre-indication à utiliser le PRP, le plasma riche en plaquettes? Mickaël, tu as une grande expérience. Moi, j'ai 2 contre-indications. Évidemment, je suis prescripteur systématique d'IRM avant, et donc s'il y a un processus tumoral, je ne vais pas faire du PRP. C'est rare, mais ça peut se rencontrer. C'est parfois les histoires de chasse, mais ça peut arriver. Et puis après, tout ce qui est maladie des plaquettes, mais c'est aussi assez rare. Est-ce que tu as les mêmes contre-indications ou une expérience différente? Je commence à faire attention aussi quand ils ont un foyer infectieux à part, ailleurs. S'ils ont fait une infection au niveau des dents, je ne mets pas parce que j'ai eu des problèmes, des réactions étranges après l'injection de PRP. Peut-être il y a des immunoglobulines au niveau du plasma qu'on les met localement au niveau d'un tendon ou d'un muscle. Et là, je ne fais plus quand il y a un foyer infectieux à part. Vous évoquiez tout à l'heure justement à demi-mot le fait que vous refuseriez évidemment de faire ces injections sans avoir ce contrôle échographique de la pointe de l'aiguille, parce que vous ne vouliez surtout pas aller éventuellement injecter quelque chose dans un vaisseau. C'est un peu dans ce sens que vous refusiez à cette injection, je crois. Oui, c'est compliqué à répondre. Ça fait peur, parce que quand on active le plasma, il y a toute une cascade de la coagulation qui se déclenche, il y a la thrombine qui se forme, alors on peut injecter de la thrombine pure intraveineuse. Bon, ça m'a fait toujours peur, c'est pour ça que j'injecte toujours sous contrôle échographique. C'est vrai, c'est pas écrit, je n'ai pas publié, mais quand j'opère les moutons, et puis il faut les tuer, on dit moins violent, pour prendre des biopsies et pour voir les résultats. Et je fais toujours de faire une injection intraveineuse du plasma activé. Il n'y a jamais eu un problème au niveau des moutons. Mais je sais, c'est peut-être parce qu'au niveau du sang, on a des phénomènes fibrinolytiques qui arrêtent la coagulation intraveineuse. Mais ça me fait peur d'injecter de la thrombine intraveineuse. Juste pour être plus pragmatique et pour poser vraiment la question, est-ce qu'il y a un bilan requis préalable à l'injection, hors le bilan d'imagerie? Est-ce qu'il y a un bilan de coagulation, une numération plaquettaire? Est-ce qu'il y a un bilan métabolique, le diabète, un truc comme ça? On fait toujours. Hein. S'il y a moins de 70 000 plaquettes, on ne fait pas de PRPS. On dit que ce n'est pas la peine de concentrer. Il faudrait concentrer beaucoup de plaquettes. Et faire une double centrifugation, ça complique. Au début, on ne faisait pas quand ils étaient sous anticoagulants. On s'est rendu compte qu'on a le même effet quand ils sont sous anticoagulants, sous antivitamine K, parce qu'il y a la coagulation qui va se produire par un autre moyen au niveau du collagène, tout ça, les plaquettes vont s'activer. Alors là, on injecte chez les diabétiques sans problème, et quand ils sont sous anticoagulants aussi. Je voudrais ajouter quelque chose pour l'injection intravasculaire. Donc, on parle de gros vaisseaux, de vaisseaux natifs du patient, comme des veines jumelles ou des veines de solaire, etc. Par contre, vous allez voir dans les images Doppler qu'on a déjà vues tout à l'heure, il y a une microvascularisation, une néo-angiogénèse dans le tendon. Et là, on est obligé d'injecter. Je veux dire, on ne peut pas éviter cette micro-angiogénèse tellement elle est parfois très importante. Et cela ne pose aucun problème, à mon avis. Ouais. Merci Jean-Philippe. En tout cas, deuxième message, c'est très important. C'est un peu la notion que j'avais et que j'utilise aussi, que j'avais apprise chez Mickaël, c'est que pour ces lésions du tendon rotulien qui sont assez pénibles à soigner, il
il faut faire quand même plusieurs injections. C'est bien que les patients le sachent, qu'une seule injection pour des lésions chroniques, comme tu l'as montré, Mickaël, tout à l'heure, ça ne peut pas toujours marcher.